Le podcast Bris d'égalité est présenté par Scotia Gestion de patrimoine. Bonjour, on est contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Bris d'égalité. Séverine, ça va bien aujourd'hui? Très bien, toi. Mais quand on est ensemble, on est capable de parler de tennis, pourquoi pas? En plus, aujourd'hui, on met le focus sur le tennis, le développement, comment commencer les jeunes au tennis, le tennis progressif. Il va y avoir plein d'informations vraiment intéressantes, je crois, pour ceux qui veulent mettre leurs enfants au tennis ou commencer à jouer au tennis. Oui, tu as raison, ça va être intéressant de donner l'information parce que toi et moi, on reçoit beaucoup d'appels, beaucoup de courriels, puis là, on espère qu'on va être capable de répondre à quelques questions pour vous à la maison. Excellent, exactement. C'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir par où commencer. On va revenir un peu sur l'actualité. Séverine, Félix Auger-Aliassime qui a annoncé qu'il allait faire une pause pour la Coupe Davis. Il n'ira pas à Malaga alors que le Canada s'est qualifié pour les 8 meilleurs, parmi les 8 meilleurs pays. Il n'ira pas. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je pense que c'est une bonne décision pour lui. C'est certain que pour le Canada, on va avoir nos top joueurs et Félix fait partie des top joueurs au niveau canadien. On a quand même une belle relève. On a des jeunes qui sont là, qui vont prendre la place. Mais je pense que c'est une bonne décision pour lui. Et en plus, j'ai comme l'impression qu'il l'a mentionné, il veut aller au Togo, il veut aller aider. Évidemment, il a une fondation là-bas, il veut aller. Et pour lui, je le connais très bien, ça va le ressourcer, ça, de redonner, c'est tellement Félix. Mais moi, Marie-Ève, quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, ben Félix, il va faire un arrêt, c'est important et je pense que c'est une bonne décision. En même temps, je me retourne, je regarde un peu les nouvelles et là, je me rends compte qu'on commence à rentrer dans la partie des tournois qui sont des tournois, comment les appeler? Des tournois d'argent. Hein? Des exhibitions. Des exhibitions. Là, il y a un tournoi qui s'appelle les Six Kings. Et on ajoute ces tournois-là et depuis, il me semble, au moins 2 ans, on n'arrête pas d'entendre que la saison est longue, c'est difficile, il y a trop de matchs. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il y a un manque d'équilibre et de planification des joueurs? Est-ce qu'il y a trop d'offres, justement, pour les joueurs à ne pas laisser aller? Écoute, le Six Kings, tu participes au tournoi, tu fais 1,5 million et tu gagnes le tournoi, tu en fais 6. Ça, c'est en une semaine. Là. 6 joueurs qui ont été invités. Félix n'a pas été invité là, à cette exhibition, mais oui, tu as raison de le mentionner. Il y en a tellement maintenant des opportunités de jouer des exhibitions où tu gagnes pas mal plus d'argent, où c'est moins demandant physiquement d'aller jouer parce que tu ne joues pas 5 matchs pour aller gagner un tournoi, c'est 2-3 matchs maximum. UTS aussi, c'en a un autre qui s'est rajouté. Exact. Puis, oui, on sait, ça fait longtemps que moi, je donne mon avis là-dessus. Je sais que la saison est super longue, mais en même temps, il faut différencier les tops du classement, top 10, top 20, qui, eux, jouent pas mal plus de matchs dans une année, gagnent très bien leur vie. Par la suite, le reste du circuit, bien, ils veulent la possibilité d'aller jouer des tournois parce qu'au tennis, quand tu ne joues pas, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, ils veulent l'opportunité d'aller jouer pour gagner de l'argent, mais pour gagner des points aussi parce qu'on va l'expliquer aujourd'hui comment le classement fonctionne exactement. Mais tu vas voir que tu tombes vite dans une roue où c'est dur de dire « je ne vais pas aller jouer ce tournoi-là, je vais faire l'impasse d'aller gagner des points, de l'argent pour m'entraîner, espérer m'améliorer ». Fait que c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré, d'avoir une belle gestion de programmation dans l'année et d'avoir tes objectifs qui sont clairs, qui te permettent de faire les bonnes décisions par après. Parce qu'évidemment, un agent ou du monde autour, c'est dur là, de dire « OK, non, vas-y pas, tu as peut-être la possibilité de gagner comme au Six Slam maintenant en Arabie Saoudite, de gagner 6 millions en une semaine. » Je pense que c'est facile à dire quand c'est pas toi qui es à cette place-là, mais plus dur si c'est vraiment toi qui dois refuser parce que au tennis, tu n'as pas de garantie de contrat. Si tu es blessé, tu ne sais pas ce qui arrive dans ta carrière, bien, tu peux te retrouver 2-3 ans sans jouer. Donc, des fois, tu veux prendre les opportunités quand ça passe. Non, tu as raison. C'est dur de dire non. Puis, il ne faut jamais oublier qu'effectivement, là, c'est quand même leur travail. Et puis, tu parlais du UTS. Je me souviens, tout le monde a réagi quand il y a eu l'UTS avant
le US Open, et ben, se rendre compte que Gaël Monfils, de gagner l'UTS, ben, c'était comme remporter les quarts de finale au US Open. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une question de planification et effectivement, il faut faire attention de juger ces situations-là parce que c'est du travail. Et quand on a la possibilité de gagner un montant d'argent en 6 jours que peut-être les joueurs ne pourront même pas faire en 10, 12 jours de travail, mais je pense qu'il faut le voir plus comme une opportunité que le voir comme un défi au niveau de la planif là, pour ces athlètes-là. Oui, puis pour conclure, juste pour Félix, lui, c'est pas son choix. Là. Il va pas faire une exhibition. C'est pas la raison pour laquelle il fait l'impasse sur la Coupe Davis. C'est vraiment pour s'accorder plus de temps, plus de repos pour bien se préparer et espérer arriver à avoir une encore meilleure saison l'année prochaine, en 2025. Oui, exactement. Donc, un autre sujet aussi que je voulais aborder et qu'on voulait parler, c'est il y a une belle séquence de Challenger au Canada en ce moment. Oui, belle. Écoutez, il y a eu un tournoi à Edmonton, il y a maintenant un tournoi à Calgary. C'est des séquences qui sont importantes. Et je veux mentionner l'importance et l'investissement que Tennis Canada a fait au niveau de l'aspect compétition à travers le Canada. Tellement important, que ce soit au niveau junior, beaucoup de tournois ITF. Je pense d'ailleurs on a le maximum de tournois, une vingtaine, plus les tournois professionnels. Et ça, pour un pays, on va prendre l'exemple l'Italie, c'est tellement important d'avoir un aspect compétitif fort Tellement. pour être capable, et tu le sais, hein, toi, tu as dû voyager beaucoup dans le temps, il n'y en avait pas beaucoup au Et- Canada, mais là, hein, il y en a au Saguenay, Ouais, hein, le puis Challenger, il y a plein de tournois qui sont tellement importants. oui, pour moi, il y a plein de positifs à avoir les tournois à la maison. Premièrement, l'accès qui coûte moins cher pour beaucoup de jeunes à aller jouer ces tournois-là. Deuxièmement, l'opportunité d'avoir des laissez-passer pour certains joueurs ou joueuses au tableau principal, d'aller chercher leurs premiers points. D'ailleurs, moi, je me souviens, là, dans ma génération, le tournoi de Saguenay, Granby, c'était souvent soit Alexandra, Valérie, Stéphanie qui allaient gagner les tournois. Puis c'était peut-être des fois là, les meilleures performances en début de carrière pour leur permettre d'accéder aux gros tournois par la suite. Donc ça donne des opportunités extraordinaires. Et pas oublier pour le public. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. C'est des opportunités pour les athlètes, mais pour les entraîneurs. Je vous encourage, si vous êtes dans un club, vous êtes entraîneur de profession, allez voir ces niveaux-là. C'est quand même du gros niveau. C'est exceptionnel. Et aussi, ben pour les spectateurs, c'est le temps là, d'aller voir du bon tennis, du tennis accessible, là, si c'est près de chez vous. On vous encourage à aller voir ces athlètes. Des fois, c'est des athlètes qui continuent de grandir dans le développement de leur carrière. Puis d'autres fois, c'est des tout jeunes, comme des Diallo, que certains ont vu peut-être il y a 1 an ou 2 ans, puis on voit où il est aujourd'hui. Alors, vous allez peut-être être capable de voir le futur du tennis canadien, mais aussi international. Oui, moi, j'ai joué souvent le tournoi au Saguenay. C'est un tournoi que j'aimais jouer. En plus, puisque j'avais souvent ma mère ou ma famille qui pouvait m'accompagner, mais j'avais perdu contre Angélique Kerber une année en quart de finale. Quand Kerber même. qui est devenue championne de Grand Chelem quelques années plus tard. Donc, c'est pour vous dire. En plus, du circuit Challenger au Canada qui est intéressant, le circuit WTA ATP se déroule surtout en Asie. En ce moment, on a vu des belles performances dans les dernières semaines. Belle performance. Et puis, quand même, on arrive à la fin de l'année. On vient de parler que certains ont arrêté, certains ont été blessés, mais il y en a qui continuent. Et quoi dire de Sabalenka et de Sinner? Honnêtement, Sabalenka est sur une lancée. Quand je dis qu'elle est sur une lancée, c'est qu'on le sait à quel point elle est capable du bon comme du pire, Sabalenka. Ça fait longtemps qu'on sait qu'elle a du potentiel. Oui, mais là, de faire... Écoutez, gagner un tournoi, c'est une chose. Gagner un tournoi à plusieurs reprises, c'est autre chose. Maintenir le niveau qu'elle maintient. Alors, pour elle, là, cette tournée-là, elle est hyper importante, puis elle démontre à quel point elle a un niveau de jeu en ce moment qui est très difficile à contrer. Et on a un Sinner de l'autre côté qui, bon, on en a parlé beaucoup, Marie-Ève, qui doit jouer un peu avec sa situation de doping. Il pensait que c'était terminé. Et là, ben, Marie-Ève, une tuile lui est tombée sur la tête il y a quelques semaines. Oui, parce que WADA fait appel, donc il risque encore peut-être d'être suspendu pour 2 ans. Ça serait fou. Le premier mondial, hein? Sinner qui joue du tennis incroyable après avoir gagné le US Open. Je le trouve extrêmement fort mentalement d'être capable de faire
abstraction de tout ce qui se passe en dehors du terrain, de continuer à aussi bien performer. Une grosse victoire pour lui en finale la semaine dernière à Shanghai face à Djokovic. Donc, oui, ça sera à suivre de près pour l'avenir là, pour Sinner pour les prochaines années. Et Sinner, Marie-Ève, excuse-moi, je ne sais pas si tu as remarqué, il a l'entraîneur physique de Djokovic qui a changé d'équipe. Uh-huh. Bien, il est rendu avec Sinner. Ouais. J'ai vu ça récemment, donc je trouvais ça intéressant que là, on commence à bouger un petit peu des pièces et de voir que l'entraîneur, c'est un Italien, je pense, Exact. qui est rendu avec Sinner aussi. Alors, voyons voir cette progression-là avec son équipe. Oui, parce qu'on fait beaucoup de similitudes. On les trouve au style de jeu aussi qui sont très semblables, les deux. Et oui, pour Sabalenka aussi, à noter là, qu'elle va sûrement aller chercher ce premier rang mondial. Ça devrait se décider au championnat de fin d'année. Iga Swiatek qui va tenter encore une fois de remporter le tournoi pour défendre les points et garder cette première place mondiale. Elle qui vient d'annoncer sa nouvelle association avec Wim Fissette. Donc, changement d'entraîneur pour la première mondiale qui n'a pas joué depuis le US Open. Ce serait intéressant de voir quelle forme elle aura après une si longue absence du circuit. Oui, et je dois donner crédit à Marie-Ève Pelletier qui avait annoncé ce changement et qui avait annoncé, je pense qu'il y a 2 semaines, hein, on était ensemble, elle dit « D'après moi, le Fizette va être l'entraîneur ». Et c'est la première fois qu'elle a un entraîneur qui n'est pas polonais. C'est vrai. Donc, en termes de culture, en termes de philosophie, Fizette, quand même, je trouve qu'il bouge beaucoup. Hein. Ça dure 1 an, 2 ans avec les athlètes. Alors, ça va être très intéressant, voir le contact des deux et voir qu'est-ce qui, lui, va lui amener de plus. Parce que pour Swiatek, que je trouve bien, elle est numéro 1 au monde. Elle ne veut pas se contenter d'être là. Elle sait qu'elle a des choses à travailler avec au niveau de son jeu. Alors, ce mix-là, j'ai bien hâte de voir de quelle façon ça va se faire. Oui, moi aussi, parce que Fizette, je pense que c'est un entraîneur qui prend quand même pas mal de place, qui est assez strict. Et on sait que Swiatek, elle aime avoir le contrôle de comment ça se passe et tout. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner pour les deux et que ça va durer parce qu'on aime bien Iga Swiatek. Donc, aussi, on va changer un petit peu de sport. Attention. On va continuer de parler de tennis en parlant d'Eugénie Bouchard. Mais maintenant, on sait qu'Eugénie Bouchard est sur le circuit de pickleball et elle a bien performé là, récemment. Écoutez, Eugénie Bouchard, quand elle a annoncé qu'elle joue au pickleball, bien, une chance que j'ai des écouteurs, là, parce que pour les gens qui me connaissent, j'aurais dit la. Mais c'est un sport, et je vous le dis, soyez prêts, suivez-nous sur les réseaux sociaux partout. On va en parler du pickleball. Est-ce qu'on va le pratiquer, Marie-Ève, toi et moi? Peut-être. Est-ce qu'on aura quelque chose à montrer? On ne le sait pas. Mais Eugénie Bouchard, qui a enfin, après 1 an, gagné sa première victoire contre la 6e favorite, attention. Et ça, bon, elle a été un peu sarcastique sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était quand même toute une victoire pour elle. Mais non seulement elle a battu la 6e favorite, c'était sa première victoire. Bien, elle est allée en demi-finale. Oui, quand même. Et moi, je trouve que ça démontre... Écoute, j'ai joué 5-6 fois au pickleball. Mon père adore jouer au pickleball. Il joue 6 fois Ma mère aussi par adore semaine. ça. Mais moi, j'aime jouer au pickleball. Je trouve ça vraiment le fun. Ce qui me frustre, c'est que je suis vraiment pas bonne au pickleball. Et que tout le monde s'attend à ce que je sois... Comme si c'était facile, cette transition, c'était naturel. Oui, c'est un sport de raquette, mais regarde, avec Eugénie Bouchard, on le voit que c'est pas si facile. Il y a certains styles de jeu au tennis, oui, des athlètes qui sont vraiment dans le feeling, qui ont des bonnes mains, que ça va bien se traduire, mais tu sais, Eugénie, elle avait un jeu bien défini. Au tennis, elle ne montait pas tant que ça au filet. Donc, je pense que c'est loin d'être facile pour elle de faire cette transition et que les attentes sont tellement élevées à son égard. Elle doit avoir beaucoup de pression quand même, bien payée, j'imagine, pour jouer au pickleball. Donc, donc j'espère, j'ai hâte de voir là, comment ça va se passer pour elle dans la prochaine année sur le circuit de pickleball parce que j'ai l'impression qu'on va la voir de moins en moins au tennis. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis je te rejoins un peu parce que mon frère joue aussi, ma mère joue aussi. Puis à chaque fois, je dis, moi, le pickleball, je ne veux pas en entendre parler. Finalement, tu es en train de me dire peut-être que parce que je n'ai pas les compétences, que j'évite d'aller jouer avec eux, peut-être. Mais je suis d'accord avec toi. C'est 2 sports. Hein? Oui, il y a beaucoup de gens du tennis qui s'en vont vers le pickleball, accessible,
terrain plus petit, on y va plus en finesse, en touche. Je dis ça, puis je pense que la balle voyage quand même assez vite. Mais on va en reparler parce qu'effectivement, c'est en montée et je pense qu'on a trop tendance à mettre ces deux sports-là en combat un vers l'autre que de parler que ça va chercher deux clientèles quand même et surtout, ça va chercher un gain de sport très différent. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est tant mieux. Hein? Plus les gens font de sport, je pense que c'est bien. Moi, je vois que c'est super sain comme, comme environnement. Puis les gens qui jouent semblent devenir rapidement des fanatiques, là, vraiment accros à ce sport-là parce que oui, c'est sportif, mais c'est super social aussi en même temps. Oui, je suis d'accord avec toi. Arrive maintenant le temps du segment 360. Séverine? Ben oui, écoutez, aujourd'hui, le thème, on l'a dit tout à l'heure, c'est de parler du tennis progressif, du développement de nos jeunes. Alors, on a eu l'opportunité d'avoir une belle capsule pour justement comment on fait pour sélectionner les meilleures raquettes et la bonne raquette surtout pour nos jeunes. Et on va rejoindre Maher qui nous présente sa capsule pour justement sélectionner ces raquettes-là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui de la salle de montre chez Tennis Giant pour vous parler spécifiquement du choix de raquette de tennis pour votre enfant. Ça commence à partir de 17 pouces. Ici, il s'agit d'une raquette 19 pouces. Pour savoir si c'est la bonne taille, il faut que votre enfant prenne la raquette par le bout du manche et place son bras droit vers le sol. Et il faut que la raquette se retrouve à 5 cm du plancher. Maintenant, les raquettes varient en termes de qualité. Lorsqu'il s'agit de raquettes 19 pouces, 17, 19, 21 pouces, la plupart des raquettes, c'est des raquettes qu'on appelle en deux morceaux. Ici, le corps de la raquette est comme un morceau qui est collé au cadre et souvent, c'est des raquettes en aluminium. Ce genre de raquette coûte à peu près 30 à 40 $. À part la taille de votre enfant pour savoir comment choisir la raquette, l'autre élément qui est très important, c'est son niveau de jeu. Si votre enfant joue depuis quand même pas mal de temps et son niveau de jeu est assez avancé, on peut se permettre dans ce cas-là d'aller vers une raquette qui est un peu plus longue. Maintenant, il est très, très important d'être bien conseillé. Donc, si votre enfant veut commencer à jouer au tennis, vous n'allez pas lui prêter votre raquette à vous. Il faut que ce soit la bonne raquette, sinon il ne va pas bien apprendre. La raquette va être beaucoup trop grande ou beaucoup trop lourde. Alors, choix de raquette, rappelez-vous, 5 cm du plancher lorsqu'on tient la raquette avec le bras droit, le dos droit bien entendu. Et selon le niveau de jeu, on peut progresser d'une raquette, si on commence à 2-3 ans avec une raquette de 17 pouces, par étape, on a les raquettes 17 pouces, 19, 21, 23, 25 et 26. On fait la progression jusqu'à la raquette 26 pouces avant de passer à une première raquette d'adulte à l'âge à peu près de 12 ans. On se trouve aujourd'hui dans la salle de montre chez Tennis Giant pour parler de choix de raquettes pour adultes. Tout d'abord, il faut regarder par rapport aux caractéristiques de raquettes pour savoir comment lire ces informations-là. Parce que chaque raquette, c'est indiqué dessus ici, sur le carton, mais chaque raquette, si vous regardez, c'est écrit en très petit pour expliquer les caractéristiques des raquettes. Donc, cette raquette-ci, une Pro Staff 97L, on voit que le tamis est de 97, ça c'est en pouces carrés. Donc, le plus que le tamis est large, le plus que la raquette a de la puissance. Tandis que lorsque le tamis est plus petit, c'est une raquette qui a plus de contrôle. Maintenant, pour le poids de la raquette, 290 grammes, c'est une raquette ni la plus légère ni la plus lourde. C'est pour un bon joueur. Les raquettes commencent à peu près 235-240 grammes dans certains cas et ça peut aller à 330-340 grammes pour les raquettes les plus lourdes. Règle générale, le joueur le plus avancé, comme un joueur professionnel, va jouer avec une raquette plus lourde. Quelqu'un qui débute va jouer avec une raquette plus légère qui est beaucoup plus facile à manier. Maintenant, quelque chose de très important lorsqu'on regarde une caractéristique ici, lorsque ça parle de la manière que la raquette est balancée. Donc, dans ce cas-là, c'est marqué 32,5 cm. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on va du talon de la raquette 32,5 cm, on arrive au point où la raquette est parfaitement balancée. Et c'est là qu'on conseille toujours
de passer, on a des raquettes de démonstration de toutes les marques. On a un terrain de tennis sur place pour justement pouvoir essayer les raquettes avant de les acheter. Et on voit ici la caractéristique, c'est marqué 27 pouces. Toutes les raquettes d'adultes sont 27 pouces ou un petit peu plus. Maintenant, ce qui varie donc comme caractéristique, c'est la rigidité du cadre, qui n'est pas indiqué ici, mais le plus que le cadre est rigide, le plus qu'il y a de la puissance. Le poids général de la raquette, la distribution du poids. Et il ne faut pas oublier que chez les raquettes d'adultes, contrairement aux raquettes juniors, ça vient en différentes grosseurs de manches. Lorsqu'on tient la raquette, il faut insérer un petit doigt ici et que ça rentre d'une manière serrée. Si mon doigt ici bouge trop, c'est-à-dire que c'est trop gros. Et si mes doigts touchent ma main, c'est-à-dire que c'est trop petit et ça peut développer du tennis elbow. Et Tennis Giant a récemment amené un produit d'Europe exclusivement qui s'appelle le Sabre. Alors on regarde, ça c'est une raquette de 37 pouces carrés. Ce que ça permet de faire, si on la met contre une raquette, ça tombe exactement dans ce qu'on appelle le sweet spot, le centre de la raquette, là où la raquette performe le mieux. Donc ça nous permet, il y a une version adulte, il y a une version junior, il y a une version légère. Ce que ça nous permet de faire, de nous concentrer sur notre technique pour frapper la balle bien en avant et bien centrée. Lorsqu'on pratique avec cette raquette, il devient beaucoup plus facile de bien centrer la balle avec la nôtre. Alors, juste pour récapituler, très important de choisir la bonne grosseur de manche, de choisir la raquette selon son niveau de jeu. Donc, on ne prendra pas une raquette avec un trop gros tamis lorsqu'on est jeune en train d'apprendre le tennis. C'est plus des raquettes pour des personnes qui n'arrivent plus à tourner les hanches et les épaules pour générer de la puissance. Et lorsqu'on a le bon conseil, comme ça, on a la raquette avec laquelle on peut progresser sans se blesser et améliorer son niveau de jeu. Et voilà, si vous avez besoin de conseils, on est toujours là pour vous conseiller. Bon tennis tout le monde. Maintenant, on va aller, Séverine, si tu le veux bien, au coin du coach. Oui, alors, on vient de parler des raquettes et vous avez vu que les raquettes ont quand même différentes grandeurs. Donc, on parle de tennis progressif. Moi, c'est un terme que j'aime utiliser parce qu'il le dit, c'est progressif. Alors, le tennis des jeunes, surtout on dit 10 ans et moins, mais je peux vous dire que même au niveau des adultes, on peut utiliser cet équipement-là. C'est vrai. On a, dans beaucoup de sports, et je pense que le tennis a été précurseur, on a dit on veut que le tennis soit plus accessible. On veut que les jeunes soient dans l'échange un petit peu plus parce que c'est pas facile. On le sait quand on n'a pas nécessairement la base de fondamentaux. Et on a décidé de réduire. Réduire quoi? Bien, vous l'avez vu, réduire les raquettes, mais on a décidé aussi de réduire les balles et de réduire les terrains. Les balles pour le rebond, surtout. Exactement, elles sont dépressurisées. Alors, vous allez voir un tableau qui nous démontre qu'il y a une progression de couleurs. Alors, vous avez les terrains qu'on appelle rouge, orange et vert. Et en dessous, vous avez aussi les grandeurs de raquettes recommandées. Alors, des raquettes de 19 à 21 pouces, souvent, vont être plus sur le terrain rouge, les 23-25 pouces orange et les 25-27 pouces vert. Mais c'est certain, on en a parlé tout à l'heure, bien, ça dépend aussi de l'aspect physiologique du jeune. Il faut prendre ça, exactement, il faut prendre ça en considération, mais au niveau des balles aussi, mais le terrain. Et dans le prochain tableau, vous allez voir que les terrains changent. On a le terrain rouge et vous avez les dimensions en haut de l'écran, terrain orange et terrain vert. Et Marie-Ève, je te pose la question. D'après toi, lequel des deux terrains reflète le plus une réalité en termes de vitesse de balle d'échange et aussi en termes de distance par rapport au tennis adulte? Alors, ce que je veux dire, c'est que bien, les adultes, on le sait, on est plein terrain, comme le terrain vert, avec une balle dure, la balle jaune qui est dure. Et quel terrain reflète plus, justement, des petits qui jouent au tennis versus des adultes? Est-ce que c'est le terrain rouge, le terrain orange ou le terrain vert? Je vais te dire le terrain rouge. Tu vas dire le terrain rouge, mais c'est le terrain orange. OK. Alors, le terrain orange, si on prend la grandeur des jeunes, la vitesse d'échange et la grandeur du terrain, c'est ce qui se rapproche le plus du tennis, je vous dirais plein terrain avec la balle jaune, la balle dure. Et ça, souvent, je le mentionne, pourquoi? Parce qu'on a tendance, quand on va
amener nos jeunes, que ce soit au club, que ce soit dans le parc, et on se dit, mais voyons, ils ne jouent pas dans le vrai tennis. Mais il faut faire attention pour utiliser le mot « vrai tennis ». Pour ces jeunes-là, bien, en termes de grandeur et de vitesse, on passe vite au terrain en pensant que c'est des passages par niveau, hein, de dire « Ah, bien là, si je suis sur le terrain vert, là, ça veut dire que je suis bon ou je suis bonne. Ouais. » Mais c'est pas ça. C'est de la progression. C'est pour ça que j'appelle ça tennis progressif, parce que, Marie-Ève, là, tu le sais, Ouais. tu as des filles qui ont commencé à jouer au tennis. C'est appelé de différentes façons, que ce soit dans les fédérations, que ce soit dans les clubs. Chacun a son comme parcours et sa terminologie. Mais il faut toujours penser que le tennis, c'est progressif. Oui. Bien, tu l'as mentionné, là, j'ai 2 filles que j'ai essayé de leur montrer à jouer au tennis. En tout cas, au moins, les bases, elles ne semblent pas vraiment intéressées pour l'instant. Ça s'en vient. C'est bien correct. Mais pendant la pandémie, moi, j'ai fait du tennis de haut niveau, j'ai enseigné du tennis de haut niveau, mais je n'avais jamais enseigné à des jeunes de 5-7 ans. Pendant la pandémie, il n'y avait pas de sport pour beaucoup de jeunes. Donc, j'avais fait un petit groupe avec une de mes filles pour essayer de faire bouger, puis être à l'extérieur, faire un peu de sport. Et c'est vraiment, vraiment une qualité particulière, exceptionnelle d'être capable d'enseigner le tennis aux jeunes. Parce que oui, je me suis vite aperçue que ça peut être ils peuvent vite se décourager. Parce qu'au tennis, juste de connecter avec la balle, c'est super difficile. Et l'idée première de la plupart des gens, c'est d'envoyer la balle de l'autre côté du filet pour faire frapper le jeune. Dire, à un moment donné, il va finir par en frapper une. Mais toi, tu m'as donné quelques trucs. Fait que je pense que ça serait bon que tu les partages avec ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, mais écoutez, on en a parlé beaucoup. Effectivement, quand on est avec des jeunes, il faut les accrocher à notre sport. Ça, c'est peu importe le sport, hein, que ce soit le tennis ou autre chose. Et à partir de là, ce qui est difficile, par contre, pour notre sport, c'est on a du plaisir dans l'échange, à frapper la balle, mais on n'a pas ce plaisir-là si on n'est pas capable de la frapper. Exact. Donc, il faut prendre son temps. On le fait ensemble. On a des petits développements moteurs qu'on essaie de faire au début. On fait la progression des balles, puis je vous dirais même, moi, je les mélange, les balles, pour être capable de, justement, défier les jeunes et qui s'adaptent. Et quand on fait cette progression-là, on dirait que tranquillement, on s'en va vers le fait que l'échange va devenir possible. Alors, on enlève le filet, on ne met pas de filet, on essaie de faire même un échange où il va y avoir des petits rebonds, permettre aux jeunes de frapper après 2 bons ou 3 bons. Comme tu l'as dit, tu as tellement raison. Le but, c'est qu'ils veulent avoir un contact balle-raquette, Ouais, donc, de penser qu'ils ont du succès, là. Exactement. De laisser tomber la balle juste à côté d'eux. Oui. Donc, c'est plus facile la lecture de balle. Ça avait été un des trucs que j'ai beaucoup fait et que je continue de faire avec mes filles. Et de lancer la balle par en dessous. Tu m'avais expliqué que c'était la trajectoire de balle qui c'était pour les préparer à la trajectoire de balle du tennis qui est plus arquée que de lancer par en haut et que c'est un rebond qui est plus difficile de bien lire la trajectoire de balle. Oui, tu as tout à fait raison. Et ça, le tennis, c'est un sport de réception puis de projection. Donc, les jeunes doivent apprendre à recevoir la balle et doivent apprendre à la refrapper par la suite. Et tu as tout à fait raison. Des fois, on a tendance à leur lancer la balle, le bon vient vite, ou vous frappez avec votre enfant, puis là, il y a tellement de rotation, puis là, votre jeune, il passe dans le beurre, pas capable de jouer, puis c'est sûr qu'après, le premier réflexe, c'est « j'aime pas ça, je veux pas jouer ». Exact. Donc, prenez le temps. Prenez le temps, si vous jouez avec votre enfant. Premièrement, prenez la bonne balle, les balles dépressurisées, donc rouge. Et on va le montrer, là. On revoit le tableau à nouveau. Le rouge, orange, vert sont identifiés aux couleurs de balle elles-mêmes. Donc, le rouge rebondit beaucoup moins. Exactement. La balle est plus grosse, rebondit moins. La balle orange reflète un petit peu plus la grosseur d'une balle régulière, mais qui est un peu plus rapide. Et la balle verte, c'est vraiment grosseur de balle régulière, mais avec vraiment très peu de pression. Donc, le rebond est moins haut. Si jamais à la maison, je vous donne un truc, hein, vous avez des balles, soit parce que vous avez joué, on va avoir à parler de hockey tout à l'heure, vous avez joué au hockey dans la rue avec une balle de tennis, vous avez une balle de tennis que vous avez depuis 2 ans, et là, on vous dit, c'est plus bon cette balle-là, elle ne rebondit pas. Parfait. Prenez cette balle-là et vous allez voir que ça va se rapprocher des balles qui n'ont pas de pression et ça va être beaucoup plus facile d'être dans l'échange avec votre enfant sur le terrain.
Parfait, merci. C'est vrai, franchement, je trouve que c'est super intéressant parce que moi, j'ai beaucoup de monde qui m'approche. J'aimerais ça que mon enfant joue au tennis. Puis bon, c'est des petites informations qui sont importantes à connaître si jamais on va aller au parc ou peu importe pour les initier. Après, est-ce que ça serait quoi d'après toi Parce que oui, on peut jouer à l'extérieur l'été. Il y a plusieurs programmes qui sont offerts dans les villes l'été. C'est quoi le parcours idéal, tu penses, pour si tu veux faire commencer ton jeune au tennis? Bon, première des choses, il y a vraiment deux saisons au tennis. Vous avez la saison extérieure et vous avez la saison intérieure. Évidemment, le plus accessible. Pourquoi? Parce qu'on est à l'extérieur. Il n'y a pas d'école. Souvent, les parents sont plus disponibles. C'est d'aller et toutes les associations, les régions vont donner des cours dans les parcs. Et ça, je trouve que c'est hyper accessible, c'est peu coûteux et on est capable d'aller introduire notre enfant dans un cours puis savoir s'il aime ça ou il n'aime pas ça. Alors, le premier contact, c'est ça. Maintenant, souvent, vous allez voir, on va vous offrir des cours avec des horaires. Hein, on a le cours, et encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez, les couleurs de terrain et de balles sont constantes à travers le monde, mais le nom n'est pas constant. Et c'est ça souvent qui est difficile. Un s'appelle mini-tennis, l'autre s'appelle futur, l'autre s'appelle un autre nom. Donc, allez-y plus au niveau des grandeurs de terrain, des balles, et souvent, on associe ça à l'âge aussi. Alors, on va avoir du 5-7 ans qui vont être terrain rouge, 7-9 ans, terrain orange, et 9-10 ans, terrain vert. Moi, le conseil que je vous donne, c'est n'allez pas vers l'horaire pour vraiment mettre votre enfant dans le sport. Exemple, je suis disponible de 9 à 10, mais c'est pas grave, c'est le terrain vert, puis mon jeune n'a jamais joué au tennis. Parce que là, vous êtes peut-être dans une situation où il va pas, où elle va pas aimer ça. Alors, aucun compromis sur cette progression-là. Quand c'est fait, vous inscrivez votre jeune, il s'en va faire des sessions, il aime moins, on ne le sait pas trop encore, mais il aime ça. Et là, par la suite, bien, écoutez, à travers le Québec, vous avez des clubs et chaque club offre des sessions, offre de l'accessibilité. Je vous dirais, il y en a certains à 3 ans vers les 16-17 ans et vous allez être capable de trouver certainement dans les clubs du Québec des cours qui sont offerts aux jeunes. Ouais. Mais soyez attentifs là, au niveau, à l'âge et au terrain, c'est tellement important. Puis maintenant, la question pour toi, à quel âge on devrait commencer à jouer au tennis chez les jeunes? Et ma deuxième question, à quel âge on doit commencer les tournois? Aïe, aïe, aïe. Alors, bien, la première question, comme je vous disais, il y a des programmes qui sont à 3 ans. Mais pour connaître ces programmes, c'est des programmes qui sont accessibles pour les introduire dans l'environnement. Ouais. Il n'y a personne, je vous le dis, là, s'il y a quelqu'un à 3 ans à la maison qui est capable de frapper coup droit revers, vous m'appelez, vous m'envoyez un courriel, s'il vous plaît. Mais à 3 ans, c'est vraiment l'introduction. Et même souvent, il y a un travail parent-enfant. Alors, c'est un moment pour passer du temps avec les parents puis votre enfant sur le terrain. Idéalement, vous avez des jeunes qui vont commencer à peu près, je vous dirais, la moyenne 5 ans. 5-6 ans, vont commencer à jouer, vont être introduits une fois par semaine. Et là, quand on accroche, par contre, et c'est là que ça devient plus complexe pour les parents, on accroche et là, le jeune commence à être bon. Il veut jouer. Il veut jouer plus. Donc là, vous allez voir, vous avez des opportunités aussi dans les clubs à différents programmes qui sont offerts 2 fois, 3 fois semaine. Attention, c'est pas parce que vous en faites plus que nécessairement ils vont être meilleurs. Qualité versus quantité, super important. Donc, est-ce que tu recommandes des leçons privées à un certain âge? Et là, ça va être intéressant, ma réponse, parce qu'il y en a qui vont grincer des dents, puis il y en a qui vont dire « tu n'as pas dit assez ». Et on est dans un sport où on a besoin d'avoir des habiletés pour être capable d'apprécier le sport. Donc, je vous dirais que la leçon privée, elle est là, elle est disponible et elle est bonne seulement si votre enfant a un besoin d'aller chercher du volume et un autre niveau et de prioriser son développement à lui ou à elle-même. Technique aussi? Et au niveau technique. Maintenant, si vous avez un enfant de 5-6 ans, je vous le dis tout de suite,
1 heure sur un terrain de tennis, bonne chance. Tu parles par expérience? Je parle par expérience, je ne nommerai pas de nom, mais ce que je veux dire, c'est que l'attention d'un enfant de 5 ans, 6 ans est plus complexe que même à 7, 8, 9 ans. Alors, cours privé, si ça fait partie du parcours de développement de votre jeune, oui, c'est important, mais ce n'est pas que ça que le jeune doit faire, évidemment. Ouais, moi, mettons, je te partage mon expérience. Moi, j'ai commencé à jouer, comme tu disais, à 5 ans dans les parcs à Repentigny. Je pense, à 7 ans, rentré dans le programme à l'année à Repentigny à jouer pendant l'hiver. Puis à 9 ans, j'ai commencé les leçons privées. Donc ça, c'est à peu près pour moi. Puis à 9 ans et demi, 10 ans, les premiers tournois. Donc ça a été mais ça fait longtemps là, déjà, mais je trouve que ça s'est fait comme graduellement puis naturellement aussi. Oui, mais j'ai eu le même, je te dirais que j'ai eu le même parcours aussi, pas la même fin, mais le même parcours. Mais en ce moment, il y a quand même une perception là, dans le milieu que de faire du privé, c'est la chose à faire, c'est important. Moi, je pense que ça doit faire partie du processus, à savoir que c'est important de le faire très tôt. Non. Je suis un petit peu comme toi, attendez de voir si l'enfant il est impliqué, s'il veut en faire plus. Et là, on embarque dans la deuxième question, s'il veut faire des compétitions. Et là, la compétition, écoutez, ça fait partie du sport. Ben Je oui. dis toujours, on ne s'entraîne pas pour jouer, on devrait jouer pour s'entraîner. Ça fait partie du jeu. Là. On veut jouer des matchs, on veut jouer des points. C'est ça qui est le fun au tennis, c'est un jeu. Ben oui, exactement. Et ça aussi, ce qui est le fun, par contre, c'est qu'il y a un système de compétition à travers le Canada, puis partout, qui est, orienté par le tennis progressif. Donc, vous avez des tournois pour des 7 ans, des 9 ans, pour avec des 10 ans. Avec les terrains dont tu as parlé. Là. Exactement, avec des terrains dont j'ai parlé. Donc, si vous voulez un tournoi de 5-7 ans, ça va être terrain rouge. Si vous avez un enfant qui a 8 ans, ça va être terrain orange. Et un enfant de 9-10 ans, ça va être terrain vert. Et ça, c'est bien parce que ça se fait sur une demi-journée ou une journée. Vous allez au parc ou au club. Alors ça, c'est super accessible. Par contre, il faut parler du côté mental au tennis. Là. Moi, je parle à des parents qui ont été sur un tournoi de tennis pour la première fois. Beaucoup d'apprentissage rapidement pour les jeunes, notamment à négocier, apprendre à perdre, parce que les niveaux sont vraiment différents quand tu commences chez les jeunes. Il y en a ça fait longtemps qu'ils jouent, qui s'entraînent énormément. Il y en a d'autres qui commencent. Donc, et c'est pas parce que tu perds au début contre quelqu'un qui a joué pas mal plus d'heures sur un terrain que tu vas être moins bonne à la fin, plus tard. Mais d'encaisser les défaites, c'est pas facile pour tous les enfants. Là. Bien, moi, je vais rajouter quelque chose, Maria. C'est pas facile, les enfants, mais je peux te dire que c'est pas facile pour les parents non plus. On parle d'aspect mental, c'est pas juste pour les jeunes. Quand on commence à arriver dans cette structure-là, les parents, on dirait qu'il y a il y a comme un éveil de plein de choses. Apprendre à perdre, c'est quelque chose que je veux pour mon enfant. Il revient dans la maison, il braille sa vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'embarque? Il n'aime pas ça, il veut revenir. Donc, les injustices aussi, parce qu'il n'y a pas d'arbitre sur les terrains souvent. Donc, ils doivent être capables de compter les points, de faire leur propre appel. Puis donc, ça amène une dynamique intéressante. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pauvre jeune, il faut qu'il compte les points, il faut qu'il se concentre à faire ce que l'entraîneur demande. Papa, maman regarde, oh mon Dieu, il faut qu'il soit juge de ligne parce que c'est normal, c'est même pas volontaire. Des fois, la balle est bonne, n'est pas bonne. Donc, je pense que c'est quand même un cadre d'apprentissage incroyable. Mais par la suite, on parle du tennis progressif, il y a une progression là, énorme, hein, énorme. On a un tableau, on aimerait juste vous montrer un peu le parcours compétitif à travers, jusqu'au niveau international. Et si vous regardez, vous avez des tournois qui sont plus régionaux, donc dans vos parcs, qui sont même dans vos clubs, des tournois qui sont plus locaux. Et là, on commence à rentrer dans le processus de tournois provinciaux, nationaux, Tennis Europe et ITF, les jeunes, tu le sais, Marie-Ève, tu le fais à partir de 12 ans. Même 11 ans, on s'en va en Europe, on va jouer des tournois à l'étranger. Pourquoi? Parce que là, on veut évidemment expérimenter le haut niveau, parce que l'objectif à ce niveau-là, c'est d'être vraiment bon dans les meilleurs au monde. Alors, on doit exporter, mais quand même, d'où là l'objectif qu'on disait tout à l'heure, d'avoir des tournois à la maison.
Et Ouais. par la suite, on s'en va dans les catégories de... Il y a un beau système de compétition au niveau du tennis universitaire au Canada. Il ne faut Vraiment. pas négliger ça. De mieux en mieux, là, on investit pas mal dans le circuit universitaire. On veut élever le niveau. Puis, oui, les championnats universitaires se jouent souvent là, durant le tournoi de l'Omnium Banque Nationale à Montréal les dernières années. Puis, c'est vraiment un parcours le fun, où il y a l'université américaine, bien évidemment, avec un niveau qui est plus élevé, là, où on va chercher des joueurs et des joueuses un peu partout dans le monde. Oui, exactement. Alors, l'université américaine, et là, vous avez les circuits ATP et WTA. Et j'aurais pu rajouter une autre petite partie, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, mais la partie senior aussi. Hein? Parce que là, on parle des petits, on s'en va vers les professionnels, mais je vous le dis, là, il y a des tournois et même des Coupes du monde à partir Exact. de 35 ans. Marie-Ève essaye de se faire recruter à chaque année d'ailleurs, mais ça va peut-être venir. Mais ça aussi, alors, je pense que l'objectif de ce qu'on veut vous montrer, très souvent, on met les jeunes dans le sport, surtout au tennis, puis on se dit, oh, mon Dieu, ils ne sont pas champions canadiens à 12 ans, on lâche ça, on met ça de côté. Mais j'espère que vous êtes conscients que le parcours, il est quand même long, il est intéressant, puis les jeunes peuvent jouer pour la vie, pas juste comme aspect de santé physique et mentale, mais aussi comme compétiteur, on peut aller très, très loin. Exact. Oui, tu as raison. Puis, mais c'est vrai que ça commence rapidement. Moi, quand je repense, maintenant, ma plus vieille a presque 10 ans. Puis de me dire qu'à 10 ans, moi, je partais en Europe 3 semaines sans mes parents. On était habituellement 4 jeunes, un entraîneur. Puis, j'étais déjà à 10 ans là, partie de la tournée en Floride au mois de décembre. C'était 3-4 semaines aussi. Donc, ça commence vite pour être exposé parce que malheureusement, en tout cas, au Canada, ben, le niveau de tournoi est limité pour les très jeunes. Il n'y en a pas beaucoup des tournois pour les 12 ans et moins, 14 ans et moins, tournois internationaux. Non, tu as raison. Puis honnêtement, la difficulté aussi, c'est les surfaces. Hein. On n'a pas nécessairement beaucoup de clubs, beaucoup de terrains couverts, surtout l'hiver. Et, bien, écoutez, on se fait souvent demander, Marie-Ève et moi, là, surtout maintenant là, que vous avez accès à nous par les réseaux sociaux et puis par le podcast Bris d'égalité, où on va chercher l'information. Mm-hmm. Alors là aussi, on va vous montrer un dernier tableau qui est dans le fond le site de Tennis Québec. Alors, on vous recommande, vous avez en bas à droite de l'écran l'adresse Internet pour leur site. Et vous voyez à gauche, dans le fond, tous les menus. Alors, vous avez de l'information pour les parents, vous avez des calendriers de compétition. Tennis Québec a aussi le modèle de développement de l'athlète. C'est super intéressant. J'ai aimé comment ils ont fait certains changements comparés au modèle plus canadien. Il y a des priorités. Alors, c'est très accessible aussi. Vous pouvez aller lire ce document. Ça vous donne vraiment un visuel et un parcours quand même à long terme sur le jeune et si votre jeune veut vraiment être dans la partie plus compétitive. Alors, allez sur le site de Tennis Québec. Il y a plein d'informations, il y a plein de choses que vous allez être capable de voir. Les clubs de tennis aussi intérieurs qui sont affiliés à Tennis Québec, vous allez pouvoir poser vos questions aussi. Oui, parce que c'est important de bien choisir l'entraîneur aussi. Donc, toutes des décisions que les parents doivent faire un peu plus au tennis. Hein. Les parents doivent vraiment être impliqués. C'est pourquoi qu'on trouvait approprié aujourd'hui d'avoir un papa comme invité de jeunes joueuses de tennis pour pouvoir discuter avec lui. C'est un ancien joueur de hockey professionnel, donc il arrive d'un autre milieu, de peut-être un peu faire des comparaisons entre le hockey et le tennis. Donc, on a Maxime Lapierre avec nous aujourd'hui, Séverine. Ben oui. Bon matin, Maxime. Salut, ça va? Ben, ça va très bien, toi? Oui, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Maxime, parce que je trouvais ça super intéressant de pouvoir te parler, comparer un peu les milieux de sport qui sont différents, parce que j'ai évidemment... tu m'avais dit que tes filles, tes futures joueuses ont commencé à jouer au tennis. Donc, je voulais t'entendre là-dessus, voir qu'est-ce que tu remarquais ou comment tu voyais les similitudes ou différences entre le hockey et le tennis lorsqu'on commence avec nos enfants. Ouais, je pensais pas être dans un podcast de tennis à un moment donné, puis je pensais pas vivre dans des clubs de tennis non plus, mais quel beau sport. Puis tu sais, l'aventure pour nous a commencé, je regardais seul le film sur le King Richards, qui est sur la vie de Serena Venus Williams. Et puis ma plus vieille est venue s'asseoir à côté, la deuxième est venue s'asseoir, puis finalement les trois filles regardaient le film, puis
Tu sais, j'étais quand même surpris de voir qu'elle allait rester pour regarder le film au complet. Puis le lendemain, une de mes filles est venue me voir, elle m'a dit j'aurais-tu le droit de commencer à essayer de jouer au tennis? Puis j'ai dit bien certainement, parce que je veux que mes filles fassent du sport. Puis ils ont essayé quelque chose, que ce soit le soccer, la course, la natation, ils n'ont rien aimé. Puis je me disais, bon, mais ça va être encore un test pour, pour 5 jours, puis ça va être fini après. Puis finalement, ben, Lexi, celle de 8 ans, maintenant, elle a capoté. Elle a adoré ça. Moi, de mon côté, ma femme, on a adoré la culture. J'adore justement, vous parliez d'évolution. J'adore comment que c'est construit, comment l'entourage est merveilleux. Tu sais, c'est propre comme environnement. Puis là, je parle pas des planchers, là, je parle de la culture, puis l'attitude des gens. Je trouve ça incroyable. Puis tu sais, plus qu'on avance, plus que je réalise qu'il faut être fort mentalement, parce que vous parliez de hockey puis de comparaison, mais la première comparaison est là pour moi, c'est que au hockey, tu peux t'accoter sur tes coéquipiers, tu peux dire c'est à cause de lui qu'on a perdu, tu peux dire on a gagné parce qu'on était bon en équipe dans le système. Il n'y a pas de ça au tennis. T'es seul, t'es l'autre bord de la vitre, puis tu dois régler tes problèmes seul. Puis pour moi, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de parents, puis c'est la même chose au hockey, qui voient leurs jeunes dans le hockey ou le tennis professionnel, puis ils les voient déjà champions du monde. Mais moi, je pense que ça a rapport avec la vie, ça n'a même pas rapport avec le sport. Quand tu sors de là, ça doit être plus facile de régler tes problèmes après dans la vie, parce que tu as déjà été seul à 8 ans sur un terrain, tout le monde te regarde, puis tu peux pas poser de questions à personne. Je trouve que tu grandis rapidement dans ce milieu-là. Ah, c'est tellement intéressant de t'entendre parler parce que c'est justement ce qu'on disait avant l'émission, Séverine puis moi, au tennis. Tu sais, moi, je trouve tellement que c'est une belle école de vie, d'apprentissage sur toi, comme tu le disais, puis que ça donne des outils incroyables pour après, là, puis ça se voit d'ailleurs, plein d'anciens joueurs et joueuses que je connais dans leur carrière professionnelle, par après au travail, sont super disciplinés, sont capables de se relever après des défaites ou des défis. Mais malheureusement, il y a beaucoup de parents où les intentions, lorsqu'ils mettent leurs enfants au tennis ou dans le sport, c'est qu'on voit le succès, là, les tournois de devenir professionnels. Puis malheureusement, ben, c'est ça qui vient mettre un petit nuage gris sur l'expérience au tennis de plusieurs jeunes, là. Oui, puis 100%, puis excuse-moi, sont souvent concentrés, ces résultats, puis c'est pas ça l'important. Je pense que c'est vraiment la leçon puis le processus qui sont importants. Tu sais, je regarde en ce moment, puis je trouve ça important de le mentionner, une grosse différence côté scolarité. Avec Lexi qui a commencé, j'ai vu une immense différence à l'école. Tu sais, c'est facile de tout relier ensemble. Ça va pas bien en mathématiques. Mais tu ferais quoi au tennis? Ben, je frapperais des balles à tous les jours pour m'améliorer. Ben, c'est ça. Mais c'est la même affaire à l'école. Si tu travailles pas, tu n'auras pas les. Tu sais, le sport, la transition, puis la façon de le visualiser, je trouve que ça change tout pour un jeune. Oui, c'est tellement un bon point. Puis tu mentionnes l'école, puis tu as raison. Puis les jeunes, c'est là souvent qu'ils font des comparaisons. Mais d'après toi, ta fille, puis tes filles qui ont essayé plein de sports, là, elles ont commencé justement en étant inspirées sûrement par le film qu'elles ont écouté avec toi. Pour elles, qu'est-ce que tu penses qu'elles diraient pourquoi elles jouent au tennis? Tu sais, on a la partie adulte, hein, on aime le processus. Je pense qu'un mot qu'on évite et qui est tellement beau dans notre sport, c'est l'autonomie. Tu le mentionnais, l'autonomie de penser, l'autonomie de réfléchir, l'autonomie émotive aussi, de s'organiser, sa raquette, ses pensées, ses émotions. Mais qu'est-ce qui fait que, d'après toi, ta fille, elle a comme fait « Ah non, moi, ce sport-là, j'aime, mais là, le tennis, je tripe de me lever le matin et d'aller faire mon entraînement. » Ben, tu viens de mettre le doigt dessus. Je pense que de pouvoir t'exprimer, ton identité, tu sais, c'est pas quelqu'un qui choisit pour toi quel chandail tu vas porter, comme au hockey, comme au soccer, comme les sports d'équipe. Tu t'affiches, tu choisis ta couleur de raquette, tu choisis, tu sais, c'est quoi ton style, puis qu'est-ce que, tu sais, comme moi, ma fille, elle aime ça, s'habiller en noir ou en blanc. Tout blanc, tout noir, quand elle va dans des tournois. Je m'en mêle pas, là, on s'entend. T'es mieux pas, Je Maxime, le t'es vois. mieux pas. C'est ça, ouais, je courrais pas après le trou tout de suite, mais c'est le fun d'analyser ça. Puis c'est sûr que de s'afficher et choisir tes choses, c'est important. Je pense que pour elle, c'était vraiment de pouvoir mixer l'aspect technique et mental du tennis, puis de se défouler en courant partout. Tu sais, il y a des sports que tu fais juste te défouler, puis t'as pas besoin de tant que ça de travailler sur la technique. Mais je pense que le mix de... Puis là, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais le mix de jouer aux échecs et boxer en même temps, c'est quand même un beau mix.
Oui, tu as raison, c'est complet. En fait, le tennis, là, ça touche pas mal de cases. Puis, en tout cas, je suis contente pour toi que tes filles aiment le tennis. Moi aussi, mes filles lâchent beaucoup des sports qu'elles commencent et le tennis en fait partie. Donc, mais ça m'intéresse de t'entendre. Je pense que ta plus vieille a fait quelques tournois. En tant que parent, tu as été témoin, j'imagine, là, de plein de parents au hockey qui sont assez intenses dans les gradins. Mais là, qu'on sait, en tout cas, je vais parler pour moi, tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand arrive ton enfant qui fait du sport, comment tu t'es senti puis comment tu gères ça? Ben, au début, honnêtement, je me disais, c'est le tennis, les parents ne seront pas comme au hockey. Mais là, je me questionne si c'est pas pire. C'est assez intense. Je pense que les parents s'en mêlent beaucoup trop pour à un jeune âge. Ça, c'est sûr et certain. Puis ça dépend vraiment de ton plan. S'il y a des parents qui voient leur jeune professionnel à l'âge de 6 ans à 8 ans, ça fait aucun sens. Je pense que de ce que je vois, ce qui déclenche beaucoup de conflits, c'est les fameuses lignes puis les arbitres, parce qu'il n'y en a pas au début quand tu es jeune. C'est les jeunes qui calent leur balle. Puis, tu sais, moi, cette approche-là, je l'ai vue rapidement lorsqu'on nous a dit de faire le premier tournoi parce qu'il fallait en faire certains rendus à un certain âge. On demandait, je pense, 4 tournois, si je ne me trompe pas, dans l'année, là, dans le programme à l'île des Sœurs. Puis, immédiatement après le premier tournoi, j'ai dit à ma fille, toutes les balles de ton côté, frappe-les. Je m'en fous qu'elle soit haute. Ramène-la de l'autre côté. Ça va donner un coup de pratique dans le pire des cas parce que tu peux pas commencer à dire in-out puis te battre avec tout le monde à chaque match. Puis je pense que c'est très frustrant pour les jeunes, mais ça a l'air plus frustrant pour les parents. Puis, tu sais, on commence toujours, il y a un avertissement, pas le droit de s'en mêler, pas le droit de parler à ton jeune, mais il y a toujours, je te dirais, honnêtement, 60% des parents qui le font, là, qui vont aller parler aux jeunes, qui donnent des stratégies. Puis ce qu'ils ne comprennent pas à long terme, c'est que si tu règles le problème pour eux à 8 ans, bien, à 12 ans, quand tu vas arriver dans un gros tournoi, ils vont avoir à recommencer tout ça. Faut que tu vives tes déceptions, faut que tu vives ta frustration, tes challenges durant un match pour être capable d'évoluer comme joueur. Puis je pense que la meilleure chose pour un jeune, c'est de perdre. Tu sais, on a été cet été dans un camp, justement, le camp de Rick Macy en Floride, où l'entraîneur qui était dans le film, qui était avec Serena et Venus, parce qu'on voulait vivre l'expérience, puis on va toujours en Floride de toute façon, mais je parlais avec cet entraîneur-là qui a beaucoup d'expérience quand même, puis en ce moment, il y a une jeune de 8 ans, Vlada, qu'elle s'appelle, là, c'est une Ukrainienne incroyable, là, sérieusement, pour son âge, ça fait aucun sens, mais il me disait que son pire ennemi, c'est qu'elle n'a jamais perdu, puis elle perd pas, puis là, elle commence à rentrer dans des tournois où la compétition est féroce, puis tu sais, elle gagne encore, mais juste quand elle perd un point, elle est déstabilisée, puis ça l'enrage, puis elle ne joue plus de la même façon. Il y a hâte qu'elle perde 2-3 matchs de suite. C'est important d'apprendre sur soi-même puis de voir pourquoi tu n'es pas capable de gagner ce match-là. Tu ne peux pas toujours gagner, puis ça ne peut pas toujours être facile. Ouais, tellement. Écoute, moi, je pense que c'est le plus bel apprentissage, justement, je dis, c'est d'apprendre à perdre et de te relever, d'apprendre de tes erreurs, puis d'être capable de te corriger, puis de revenir encore plus fort, puis de savoir, d'avoir cet apprentissage-là par après que oui, ça me fait mal, ça me frustré de perdre, mais j'ai appris, je fais pas les mêmes erreurs maintenant, je suis meilleure grâce à mes défaites. Puis, tu sais, on a beau le dire, mais on sait, ouais, c'est juste comme une phrase qu'on dit pour se consoler, mais non, c'est vraiment vrai. Je sais que toi aussi, je suis persuadée, dans le hockey, ça a été la même chose pour toi, puis tu es capable d'avoir cette perspective-là. Les jeunes, c'est plus difficile, évidemment, parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience encore, mais même pour les parents aussi, souvent, c'est difficile d'accepter que oui, il faut mettre l'enfant dans des situations où ils doivent perdre pour devenir meilleurs. Bien, je reviens 100%. à ce que Maxime il disait tout à l'heure. Tu sais, à la base, 1, l'autonomie, puis 2, le parcours est long. Et le pourquoi on fait ce qu'on fait, il faut à un moment donné avoir une perspective, et Maxime, tu disais très bien tantôt, une perspective à long terme. Ouais. Et le problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, pour avoir parlé à beaucoup de parents, on protège l'enfant de la défaite, grosse erreur. Et les jeunes vont perdre pas mal plus qu'ils vont gagner. Je dis toujours aux jeunes, quand tu fais un tournoi, tu as 20 jeunes dans le tournoi, il y en a combien qui sont heureux de rentrer à la maison avec le sourire? Il y en a un. Tout le reste vont brailler leur vie. Ça va être la pire fin de semaine de leur vie qu'ils vont avoir vécu. Ils vont avoir perdu leur match. Et c'est ça la réalité. Donc, comme vous dites, il ne faut pas essayer d'échapper à la défaite. Pour apprendre à gagner, il faut apprendre à perdre. Ça, c'est numéro 1. Et 2, il faut continuer là, à parler justement aux parents. La victoire et la défaite appartiennent aux jeunes.
Ça fait pas de vous un meilleur parent parce que votre enfant gagne, ça fait pas vous un pire parent parce que votre enfant perd. Puis c'est un petit peu ce que je voulais te poser comme question, Max. Toi, tu as fait un parcours professionnel dans ton sport. Y a-tu quelque chose, toi, comme athlète, que tu as vécu, tu as trouvé hyper important, que ce soit des valeurs que tes parents t'ont amenées ou un entraîneur, que tu veux amener à tes filles aujourd'hui? Ben, c'est l'éthique de travail, ça, 100%. Puis tous les gens qui m'ont vu jouer au hockey, ils vont dire 100% qu'il a toujours donné tout ce qu'il avait à donner. Tu sais, moi, je crois beaucoup en l'effort. Là. Tu peux arriver, puis c'est la même chose au hockey qu'au tennis. Là. Tu peux arriver avec la meilleure technique au monde, le plus bel uniforme, puis la plus belle fiche. Si tu joues contre quelqu'un qui travaille fort puis qui abandonne jamais, ça va être difficile. Puis c'est ce que j'essaie de montrer à ma fille. Ça dérange pas sur le terrain une fois dans la semaine ou 7 fois dans la semaine. Quand tu es là, sois là à 100% de ce que tu es capable d'offrir cette journée-là. Puis c'est pas à tous les jours. Tu sais, j'ai toujours essayé de jouer sur le- la phrase donne 100% de ce que tu as aujourd'hui. Tu sais, ça arrive que tu es malade, ça arrive que tu files pas, ça arrive que tu as une blessure, mais ton 80% que tu as aujourd'hui, donne-le à 100%. Ça fait du sens. Là, Ouais, tu sais, ouais. Ah oui. tu peux pas toujours bien te sentir, ça peut pas toujours bien aller. Puis c'est ce que j'essaie de dire à ma fille. Un, bien évidemment, c'est de s'amuser. Deux, c'est d'y aller à fond quand tu y vas. Tu sais, s'amuser, c'est une chose, mais si tu y vas puis tu travailles pas, ça vaut pas la peine d'y aller parce que tu perds ton temps. Puis j'ai une belle relation en ce moment. Puis, tu sais, je parle de ma fille parce que la plus jeune, elle joue, celle du milieu aussi. La plus vieille, elle a arrêté finalement parce que c'était pas pour elle. Mais celle du milieu, c'est plus intense, là, de côté structure, puis le nombre de fois qu'elle le fait par semaine. Puis, notre relation est construite sur c'est elle, le leader de sa vie à elle. J'essaie de la guider. Je mets un horaire sur la table du mois, puis elle coche quand ça est temps d'y aller. Puis je veux qu'elle me le dise la veille. C'est pas moi qui vais lui dire tu as besoin de pratiquer. C'est pas moi qui vais lui dire tu veux-tu faire un tournoi. Dis-moi-le quand tu sens que tu as besoin de le faire. Puis je pense que ça vient justement de mes parents qui m'ont jamais poussé, mais qui m'ont toujours dit d'avoir du plaisir puis de m'investir à 100% au moins quand je suis là. Ça veut pas dire que tu peux pas prendre l'été de vacances parce que tu sais, c'est une autre chose, ça qu'on n'a pas discuté, mais c'est quand même intense le tennis côté, Ouais, côté temps à donner. je Tu sais, voulais au hockey, tu es un athlète professionnel, puis tu prends 3 mois de congé l'été. Fait que j'imagine qu'un jeune qui a de l'école, à un moment donné, doit avoir des vacances aussi. Puis c'est pas ce que je vois au tennis en ce moment, mais moi, je l'ai fait. J'ai donné le mois d'août au complet, 4 semaines à rien faire, puis ça faisait partie de ma façon de voir les choses parce que je crois pas en ça, brûler un jeune. Oui, c'est ça, parce que je voulais te demander aussi la différence. Si tu trouves que c'est ça, au tennis, c'est plus intense rapidement et trop, peut-être même trop, la quantité de tennis, d'entraînement à faire là, pour les tout petits. 100%. Puis, tu sais, c'est pas que c'est pas bon. Les répétitions vont faire que tu vas t'améliorer, mais tu as besoin de combien de répétitions dans une année à 8 ans, mettons? Tu sais, au hockey, les jeunes, maintenant, oui, peut-être qu'ils jouent 12 mois par année, mais c'est un problème aussi dans le hockey mineur. Tu compares toujours à l'athlète professionnel parce que c'est quand même eux qu'on regarde à la télévision, puis c'est pour ça que les jeunes veulent s'améliorer. Mais un joueur de la Ligue nationale de hockey, que ce soit Connor McDavid, Sidney Crosby, il prend beaucoup de vacances dans l'été. Il arrête de jouer, il arrête de s'entraîner, recommence tranquillement, graduellement, avec des pas de charge à l'entraînement. Tu prends un jeune, puis surtout, c'est pire pour moi quand tu commences entre 12 et 16 ans. Là, c'est l'adolescence, c'est la puberté, c'est l'école, c'est le stress, c'est le début d'avoir ton premier petit chum, ta première petite blonde. C'est beaucoup de pression dans la vie, puis c'est pas normal que tu continues d'aller 7 jours sur 7 au club, puis tu passes des heures et des heures. Quand je suis allé en Floride, justement, j'en revenais pas. Je regardais les jeunes, ils arrivaient à 5 heures du matin, puis ils étaient encore là à 3 heures l'après-midi. Ouais, tu Je te rends comprenais compte que c'est un tous les projet, jours. un projet familial là, quand tu rentres dans le tennis, hein, parce que c'est toute la famille, comme tu le dis un peu, là, à un moment donné, c'est presque à tous les jours les déplacements des parents vers le club de tennis, les voyages, des fois, qui vont commencer pour aller vers des tournois. C'est un gros engagement, non? 100%, c'est un gros engagement, mais quand je parle avec ma femme, tu sais, ma femme, c'est pas une athlète, puis on parle des dépenses, puis combien ça coûte, puis pour moi, c'est toujours un investissement sur la personne. Ça n'a aucun rapport avec le sport. Je crois sincèrement, du fond de mon cœur, que d'avoir joué au tennis, ça va les aider dans leur vie, qu'ils finissent dans n'importe quel métier, ou pas athlète. Je pense sincèrement qu'ils vont sortir de ça avec une meilleure vie, juste à cause de l'éducation puis la culture du sport. Complètement d'accord avec toi. Mais là, j'ai une question. Toi, est-ce que tu joues au tennis, Max? Oui, honnêtement, j'aime ça. Puis
plus que ça avance avec mes filles, plus que je me dis, je peux pas croire que j'ai pas joué quand j'étais jeune. Parce que c'est tellement un beau sport, c'est tellement... Puis c'est moi, ce sport-là. Là. Tu sais, la compétition avec toi-même, l'entraînement, le focus, la technique. J'aurais adoré ça, c'est sûr et certain. Je joue, ben, je pense que la technique est potable. Là. Je suis capable de retourner la balle de l'autre côté, puis je m'en sors à cause, justement, de mon éthique de travail. Je n'abandonne pas sur aucune balle, là, mais je suis pas prête à vous impressionner avec un service, mettons. Puis Marie-Ève, je sais où tu t'en vas avec ça, mais avant que tu ailles vers ce plan-là, je veux juste rajouter suite à la conversation que normalement, ce qui est proposé pour des jeunes de 10 ans, 11 ans et moins qui sont dans la compétition, en termes d'arrêt, c'est minimum 4 à 6 semaines. Et c'est drôle parce que lorsque je fais des présentations à des parents, ils accrochent là. C'est, hein? Il faut que mon jeune arrête 4 à 6 semaines. Puis là, tout le monde capote parce qu'on pense qu'on va perdre du temps. Puis j'aime ce que tu dis, Maxime, c'est vraiment, à un moment donné, il faut que tu penses au projet final. Puis le projet final, puis même moi, comme entraîneur, je dis toujours, on développe des humains avant de développer des athlètes. Et c'est ce que le sport va amener, mais de ne pas négliger cet aspect-là d'arrêt. Puis malheureusement, dans tous les sports, puis je pense, Maxime, tu t'en faisais mention au hockey, on n'a plus de sport de saison. On joue au hockey à l'année, on joue au tennis à l'année, on développe nos jeunes, on s'en va justement faire des camps en Floride, à droite, mais on les brûle. Et il faut, tu parlais tantôt d'horaire, de cédule. Moi, mon conseil aux parents, mettez ça à l'agenda. Et quand vous dites qu'on s'en va en vacances au Mexique, vous allez en vacances au Mexique, dites-moi pas vous allez en vacances au Mexique parce que votre jeune, il faut qu'il joue absolument 4 heures par semaine. Donc, je pense que tu as amené un bon point. Il faut vraiment se concentrer sur le projet final qui est l'humain avant tout. Puis après ça, le jeune va se développer. Puis de voir qu'il y a tellement de possibilités. Il n'y a pas que la possibilité professionnelle. Tu peux aller à l'université américaine, moi je le dis toujours, si vous pensez qu'être entraîneur, c'est un échec, bien moi je suis dans l'échec depuis 35 ans. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais Marie-Ève, je pense que tu voulais amener peut-être Maxime sur, pas trop ses talents de tennis. Puis ça, peut-être qu'il va falloir filmer ça à un moment donné sur les terrains. On va demander à Maxime de voir ça. Mais tu veux l'amener peut-être sur un autre sport qu'il pratique, je pense. Oui, parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Je pense que tu as commencé au tennis, mais là, il y a beaucoup de pickleball aussi là, dans ton horaire. Ça se peut-tu? Oui, là, un peu moins dernièrement à cause de des bonnes vieilles blessures qui ont ressorti. Mais on peut se blesser au pickleball, là, je suis surprise. Là. Non, mais c'était mes blessures de hockey que j'ai fini au pickleball, là, mettons. Là. Mais on s'était créé un groupe d'anciens joueurs de hockey. Puis oui, on a eu beaucoup de plaisir. Les gars jouent encore. D'ailleurs, je pense qu'ils jouent à matin là, de 9 à 11 heures. Le pickleball, on a fait cette merveilleuse découverte-là. Puis tu sais, je sais qu'il y a comme pas une bataille, là, mais il y a une différente vision de la part des gens de tennis, des gens de pickleball, que je comprends à 100%. Par contre, tellement accessible, le pickleball. Au tennis, on l'a mentionné tantôt, je prends ma raquette, je vais jouer contre quelqu'un. C'est plate si la personne est très, très bonne au tennis ou si elle est très, très faible au tennis. Le match-up, c'est une perte de temps. Quand tu es à égalité, c'est le fun. Là, ça donne une belle compétition. Mais pickleball, je pense que tu mets un joueur qui est moyen avec un bon joueur, puis de l'autre côté, deux moyens, ben, tu vas avoir un bon match, tu vas brûler des calories, puis c'est surtout pour ça qu'on a commencé ça. Il fallait perdre quelques livres, donc on s'est mis à courir un petit peu, mais c'est beaucoup plus simple, c'est côté technique, d'être capable d'au moins donner un petit challenge à l'adversaire. Oui, je suis d'accord avec toi. Comme même moi, c'est ça, au tennis, je me retrouvais à pas jouer. Non, pas jouer souvent parce que j'ai pas tant de filles ou de gars avec qui frapper. Puis le pickleball, c'est ça qui est le fun. C'est plus facile de trouver des partenaires puis d'avoir vraiment du fun avec des niveaux qui se mélangent bien. Là. Donc, ça, c'est cool. Mais la question, c'est qui le meilleur au pickleball? Entre moi et Guillaume, ça, il n'y a aucune question. Là. C'est moi, facile. Okay. Je peux le prouver avec la caméra. Non, mais c'est ça qu'on va faire, c'est sûr. Honnêtement, on a eu la chance d'avoir Martin Lapointe qui travaille pour le Canadien. Lui, il joue beaucoup en Floride, aux États-Unis, puis il était assez avancé sur nous. Là. Ça paraissait dans sa technique, sa façon de frapper la balle, beaucoup d'effets.
beaucoup de power. On a vu qu'il y avait quand même une coche que c'était pas juste tout le monde peut jouer puis c'est facile. Là. Lui, quand il est arrivé, il nous a dominé quand même assez sévèrement. Mais c'est tout ça, hein, c'est un petit peu le. Et tu le disais tantôt, il y a comme effectivement ce combat-là. Les terrains de tennis sont pris par des terrains de pickleball, mais il y a quand même une réalité. Puis honnêtement, j'espère que le tennis, on va s'inspirer du pickleball parce qu'il y a des choses que le pickleball fait bien, Vraiment. qu'il va falloir que le tennis fasse mieux. On parlait d'accessibilité, on parle de niveau de jeu. Puis il y a raison, Maxime, que si tu joues avec quelqu'un qui n'est pas de ton niveau, peu importe ton niveau, et il n'y a pas rien de plus plate dans la vie que de ne pas frapper au moins un minimum de 4 balles, tu ramasses des balles pendant 1 heure, il n'y a rien de fun là-dedans. Le niveau est plus équilibré, ça va vite, il y a une différence en termes aussi de joueurs. Alors j'espère que le tennis va s'inspirer au lieu qu'on devienne toujours frustré, comme moi je l'ai été, honnêtement, et encore un peu. Mais Maxime, peut-être une dernière question. Je ne sais pas si tu avais une autre question, Marie-Ève, mais la question qui tue. Oh. Ta fille, demain matin, Maxime, te dit « Papa, je veux être une joueuse professionnelle. » Tu dis quoi? Ben, je vais lui dire de se calmer les nerfs, premièrement, à 8 ans, mais jamais je vais empêcher quelqu'un de rêver. Parce que mes parents ont fait la même chose. C'est trop facile de dire à tout le monde, c'est impossible, il y a juste 1% de la société qui réussit. Tu peux pas empêcher quelqu'un de rêver. Je sais qu'à la fin, si ça fonctionne pas, ça peut faire mal. Je dirais pas, tu vas être professionnel. Je vais dire, tu sais ce que ça prend comme effort pour essayer au moins de l'être. Concentre-toi sur le processus, puis tu verras ce qui va arriver. C'est sûr qu'il va y avoir une récompense à la fin, même si tu n'es pas professionnel. Parce que j'ai appris ça quand je suis allé jouer en Europe au hockey. C'est que toute ma vie, je me suis concentré sur la Ligue nationale de hockey. Mais il y a d'autres choses en dessous qui te donnaient une maudite belle vie aussi. Quand j'ai joué en Suisse, quand j'ai joué en Suède, j'aurais aimé ça passer 20 ans là-bas. C'était le fun. Ben ouais. Mais t'es tellement concentré sur une chose. Tu sais, c'est vraiment l'expression shoot for the moon, you'll get the star. Là. Je sais pas c'est quoi mais exactement, là, mais tu vises en haut, ça veut pas dire que l'étape en dessous, c'est dramatique. Ça va être très, très beau aussi. Puis ça va être, je sais pas comment je vais expliquer ça plus précisément à un enfant de 8 ans, mais c'est à peu près ça le message. Mais des fois, c'est ça. Moi aussi, quand je regarde, tu sais, j'ai pas été aussi bien classée que j'aurais aimé ou peu importe. Mais quand je regarde mes plus beaux souvenirs, c'est pas nécessairement mes victoires ou quoi que ce soit. C'est dans mes souvenirs, c'est tout le processus pour se rendre là, même les entraînements qui étaient tough. Tu sais, je regarde ça, puis je suis fière de moi où il y avait comme quand même un côté le fun. Tu sais, c'est pas juste rire tout le temps puis de niaiser le côté d'être un athlète professionnel ou les victoires qu'on se rappelle, mais c'est de se surpasser aussi, puis la rencontre des gens qu'on fait en cours de route qui font en sorte que, hey, c'est quand même pas pire comme d'être capable de vivre d'un sport qu'on adore, tu sais. Oui, et comme disait Maxime, tout part d'un rêve. Puis je suis tellement d'accord avec toi, Maxime, il faut arrêter, encore une fois, de contrôler ce qu'on veut à la fin. Le parcours est tellement important, le parcours te donne tellement d'outils, mais tout part de ce rêve-là. Puis qui on est, nous, que ce soit les entraîneurs, les parents ou des gens alentours pour dire, ben voyons donc, à ton âge, telle personne faisait 20 heures de tennis de plus. On est personne. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Je dis toujours, ça prend plus de 10 ans développer un athlète. Ça prend plus de 10 ans être un bon parent de sportif aussi, parce que c'est tout un parcours. Mais j'adore ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il faut dire. C'est qu'on va faire le mieux qu'on va pouvoir pour essayer d'atteindre ton objectif. Mais et j'aime ce que tu dis, Maxime, et c'est mon conseil aussi aux parents. Comprenez qu'il n'y a pas qu'un objectif. L'objectif, Exact. il est large, il est grand, il y a tellement de choses que tu peux faire. Je parle à des gens qui sont dans des compagnies, qui dirigent des compagnies, puis tu sais, vous savez ce qu'il y a en commun? Ils ont presque tous joué au tennis, ils ont fait un sport de haut niveau, puis c'est des très bons leaders aujourd'hui. Chez les femmes, hein, il y a une statistique qui est sortie aux États-Unis, là, à peu près n'importe quelle toute femme qui a un poste de haut niveau, CEO ou autre, a fait du sport de compétition à un moment donné lorsqu'elle était jeune, parce que ça t'apprend justement à mieux gérer tes émotions, ça c'est sûr, parce que dans les moments, et de performer dans des moments de stress, apprendre à se connaître. Puis le tennis, c'est un super outil, un super sport pour gérer ce genre de situation. Moi, j'avais une bonne amie comme ça qui a joué au tennis, puis elle appliquait pour un poste à New York. Il y avait peut-être 100 personnes au début, puis au final, c'est elle qui l'a eu.
Puis on y avait dit, parce que tu as joué du tennis de haut niveau, tu sais comment gérer les moments, performer quand ça compte et tout. Puis 100%. puis c'est Ouais. payant plus que n'importe quel diplôme universitaire clair. que tu peux aller chercher des fois. Là. Fait que là, Maxime, si on tourne la caméra de l'autre côté, est-ce que tu as des questions? C'est le temps, là. Là, tu sais que tu as une opportunité. Nous, on a une opportunité énorme de t'avoir à Bris d'égalité, mais là, tu as une opportunité aussi de ton côté. Alors, est-ce que tu as des questions à Marie-Ève ou à moi, justement, comme parent? Tu as le chapeau du parent, tu fais comme, ah, ça, j'aurais aimé ça, poser la question à quelqu'un si j'avais quelqu'un qui était à côté de moi. Ben, il y en a des milliers de questions, mais celle qui me revient le plus souvent en tête, c'est comment choisir ton entraîneur. Parce que tu arrives au club, il y a 50 entraîneurs, mais c'est lequel qui fit le mieux avec ton enfant. Oui, ben, je pense aussi, maintenant, là, dis-moi, mais tu peux aller faire des recherches en ligne là, sur les entraîneurs, savoir les diplômes qu'ils ont, l'expérience et tout ça. Ça peut être déjà un premier pas. Oui, tu as raison. Je pense que c'est sûr, dans toute profession, ça te prend des entraîneurs qui sont certifiés. Et certifié, là, maintenant, ça veut dire beaucoup, hein? Que ce soit au hockey, au tennis ou dans tous les sports. Tu as du safeguarding, tu as du safe sport, tu as ton éducation d'entraîneur aussi. Mais je te dirais que pour moi, ce qui est super, super important, c'est les valeurs. Il faut que les valeurs familiales, les valeurs de l'enfant soient connectées avec le jeune. Si la connectivité n'est pas là, puis tu le disais tout à l'heure, souvent les jeunes vont se dépasser pour autre chose que de vouloir changer leur prise. Ils vont se dépasser pour, oui, l'entraîneur, pour l'aspect émotivité qu'il y a, la connectivité qu'il y a avec le coach, parce qu'il ne faut pas se tromper. Là. Tu le sais, tu l'as vécu comme joueur de hockey. Tu passes du temps longtemps avec ton athlète sur le terrain. Plus qu'avec tes parents. Plus souvent. qu'avec tes parents, très souvent. Ouais. Et tu t'en vas en tournée aussi. Donc, ça, c'est une autre chose. Et je te dirais que ça, bien, à mon avis, c'est ce qui doit primer avant peut-être l'expérience ou l'expertise de l'entraîneur. Par contre, bien, quand tu arrives à 14-15 ans, puis ça, Marie-Ève, tu pourras rajouter, tu as peut-être plus à dire là-dessus, si tu veux aller au niveau international, mais je crois sincèrement que tu as besoin d'avoir un entraîneur qui a cette vision-là, qui a vu c'est quoi les athlètes de haut niveau, qui a vu le circuit, pas nécessairement qui l'a vécu, parce que c'est toujours un avantage, c'est d'avoir vécu un circuit professionnel, mais qui sait qu'est-ce que ça va prendre pour se rendre. Fait que je pense qu'il y a peut-être des étapes, il y a peut-être aussi des entraîneurs du moment. Il y a des jeunes qui sont très bons pour des 10 ans et moins. Il y en a d'autres qui vont être excellents pour développer des jeunes en 10 et 15. Puis après, tu as le coach là, qui va être en tournée, comme on voit peut-être au niveau professionnel, qui ont besoin de compétences différentes. Fait que c'est un peu ce que je dirais par rapport à ça au niveau de l'entraîneur. Oui, c'est. Puis moi, je fais juste rajouter qu'au niveau de connecter avec ton entraîneur, l'enfant d'être à l'écoute puis d'avoir du fun, quand tu vois que ton jeune est content d'aller sur le terrain avec l'entraîneur puis passer du temps puis qui applique ce qu'on lui demande, mais souvent, c'est un bon indice là, parce que si tu n'as pas du fun avec ton entraîneur sur le terrain, bien, d'ailleurs, ça part souvent de là, je pense. En tout cas, ça part de chez là. les jeunes, ils montrent que si tu as une bonne relation, que tu t'entends bien avec ton entraîneur, bien, tu vas accrocher à ce sport-là. C'est souvent ça qui va faire qu'un jeune va rester dans un sport plus longtemps. Oui, mais il y a certains entraîneurs qui ne comprennent pas ça parce qu'ils pensent encore que le plaisir, ça ne devrait pas faire partie du développement des jeunes. Ça existe au hockey aussi. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est dans pas mal de sports. Plus c'est tough, mieux que c'est, hein, c'est ça. Plus ça fait mal, c'est bon. Bienvenue dans les années 80. Exact. Ah, ben, hey, merci énormément, Maxime. C'était super le fun de t'avoir avec nous pour jaser un peu de tennis, de ton rôle de père là-dedans. Donc, c'est vraiment apprécié. Puis peut-être qu'on se reverra un peu plus tard pour voir si tu as d'autres, du nouveau développement à partager avec nous, là. Parfait. Merci pour l'invitation. Puis on va continuer. Je vais revenir dans une couple de mois, voir s'il y a une progression. Parfait. Comme parent et comme jeune. Oui, exact. Non, mais Maxime, bonne chance. Je pense que, écoute, j'espère que beaucoup de parents vont t'écouter, t'amènent tellement des valeurs puis des points hyper importants. Puis si tous les parents pensaient comme ça, je pense qu'on aurait peut-être moins, justement, de panique à l'interne dans des tournois de parents quand leurs enfants perdent. Et puis, de comprendre que le parcours est pas mal plus important que le résultat qui va à la fin de tout ça. Alors, bon tennis pour les prochaines semaines et les prochains mois. Patience. Salut, à merci. toi. Bye-bye. Bye-bye.
Super intéressant, hein, parce que Maxime, évidemment, d'avoir eu un parcours professionnel dans le sport, là, ben, maintenant dans le hockey, dans le tennis, puis tu vois qu'il y a des valeurs qui restent quand même, même si c'est pas le même sport. Là. Non, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est d'entendre, il y a tellement de parallèles, mais il y a des parallèles beaucoup par rapport aux parents du sportif. Hein, l'aspect de panique, là, notre enfant, il perd, notre enfant, il gagne, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Et j'aime beaucoup quand il amène l'aspect autonomie. Tu sais, il y a des valeurs que tu vas chercher et que tu te rends compte à l'âge adulte qui viennent de ton milieu sportif, dont l'autonomie. L'autonomie de réfléchir, d'être sur un terrain, de gérer la victoire, la défaite. Et le parcours, tellement important. Il y a tellement de choses qu'un jeune peut faire avec son sport. On parle du tennis aujourd'hui, ça peut être tellement de choses. Donc, laissez les jeunes jouer, laissez les jeunes vivre leurs victoires, leurs défaites. Essayez de contrôler tout ça. C'est pas nécessairement ce qui va être payant à la fin de tout ça. Exact. Le sport, c'est un outil pour apprendre à développer une meilleure personne, comme tu dis, avec des bonnes valeurs, puis de devenir des meilleurs humains à la fin de ce parcours-là. Parce que même si on devient professionnel, il y a une vie aussi c'est vrai. après. Donc, c'est bon pour tout le monde. Voilà, donc un sujet qui se termine pour nous aujourd'hui, qui était super intéressant. Mais on va continuer avec notre prochain segment, Séverine. Oui, alors on va aller au segment Bet 365. Et Bet 365, ce n'est jamais ordinaire avec Bet 365. Alors, on trouvait intéressant aujourd'hui de vous parler, de vous expliquer comment le classement professionnel fonctionne. Parce qu'on sait, il y a un classement qu'on voit tout au long de l'année. Il y a le classement normal et il y a la race, la course au championnat de fin d'année. Donc, il y a une petite différence entre les deux. Je voulais m'assurer que tout le monde comprenait la différence. Au tennis, le classement est bon sur 52 semaines. Donc, si je joue bien, comme la semaine dernière, Sabalenka, par exemple, a remporté un tournoi, ses points restent au classement pour 52 semaines. L'année prochaine, son 1000 points qu'elle a été gagnée, bien, s'enlève de son classement. Donc, ça, c'est assez simple à comprendre. Et on prend les 18 meilleurs tournois en comptant les tournois du Grand Chelem et les tournois Mandatory 1000 du circuit WTA. Chez les hommes, c'est très semblable, les tournois du Grand Chelem et les 9 tournois 1000 qui sont obligatoires pour les joueurs. S'ils ne jouent pas un des tournois 1000 sans avoir une bonne raison, soit une blessure grave ou autre, bien, c'est un 0 au classement. Et je vous ai donné comme exemple le classement de Félix Auger-Aliassime parce qu'on voit bien depuis tous les tournois qui comptent à son classement, les tournois du Grand Chelem, les tournois ATP 1000, des tournois ATP 500. Et on voit qu'il y a des tournois qui ne comptent pas parce que c'est des tournois qui sont en trop, qui sont plus que 18 tournois qui comptent au classement ATP. Et il y a les quelques autres tournois qui sont rajoutés de tournois 250 comme à Montpellier, Gstaad et Munich pour lui. Donc, tu sais, en début de reportage, est-ce qu'on disait que c'est difficile de ne pas jouer énormément de tennis dans une année? Est-ce qu'on recherche d'aller chercher les 18 meilleurs tournois tout au long de l'année? Mais en jouant plus de tournois, tu te donnes l'opportunité d'aller chercher plus de points, de remplacer plus de points dans tes 18 meilleures performances. Donc ça, c'était le classement classique, normal qu'on voit. Mais la race, la différence, la course, c'est qu'on met les compteurs à zéro. C'est un classement qui compte à côté. Et le 1er janvier, on part à zéro. Tout le monde est à la égalité et on accumule les points jusqu'à la fin de l'année sur les 18 meilleures performances encore. Et c'est pour bien indiquer qui joue bien cette année et non dans les 52 dernières semaines. Donc, des fois, ça donne une meilleure idée par rapport à qui joue bien cette année, si on regarde au mois d'avril, mai, parce qu'on voit seulement les performances des 4-5 derniers mois. Et parce que c'est ça qui peut être trompeur, des fois, lorsqu'on dit « Ah, j'ai une joueuse qui est 9e au classement, mettons comme Sakkari, je pense qu'il est 10e en ce moment, mais dans les 3-4 derniers mois, elle n'a presque pas gagné un match parce que tous ses points datent d'il y a presque 48-50 semaines. » Je pense que c'est important que tu le mentionnes, tu amènes des bons points. Donc, si on comprend bien, c'est que l'ATP et la WTA ont quand même leurs propres règles. Ouais. On a les 4 grands chelems des deux côtés. Mm-hmm. On a des tournois obligatoires du côté de l'ATP, il y en a 9. Exact. Et tu mentionnes que c'est des Masters 1000
Et ce qui est le fun, par contre, et ce qui est assez simple, quand on dit Masters Mills, c'est qu'il y a 1000 points. Exact. Donc, c'est vraiment associé aux points. Fait que vous pouvez le voir. Si un joueur remporte le tournoi, il fait 1000 points, mais s'il ne le remporte pas, il peut perdre des points en conséquence de ça. Par contre, du côté de la WTA, ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a des tournois. Il y en a 4. Il y a les 4 grands chelems. Il y a 4 tournois majeurs, mais du côté de la WTA, on n'a pas de tournoi obligatoire. Bien, juste, on a en fait Indian Wells, Miami, Beijing en fin d'année et Madrid un peu plus tôt. Ces 4 tournois-là sont obligatoires. Les autres 1000 ne sont pas des mandatory, donc pas obligatoire de les jouer, mais évidemment, beaucoup de points à aller chercher pour les joueuses. Mais si elles ne jouent pas ces autres tournois, mais ils n'ont pas un 0 là, dans un de leurs... Dans un de leurs tournois. Et par contre, on a... Dans l'ATP, on a 18 tournois qui comptent pour le classement. Du côté WTA, on en a 16. On a augmenté aussi On a augmenté du maintenant. circuit WTA. C'est pour ça que quand on est à dit combien du côté 18, même Alors, chose. 18, parfait. Puis avant, il y avait un écart, effectivement. Fait que vous voyez, il y a quelques changements, il y a des spécificités d'un côté et de l'autre, mais on se rapproche de plus en plus, je pense, pour On veut essayer de simplifier. combiner puis de simplifier. Mais malgré qu'on dit que simplifier, une chance que tu nous en parles un peu. Mais parce en que... plus, je trouve pas que j'ai super bien expliqué. Là, C'est mais en tout cas, pas- j'ai fait de mon mieux. Mais tu sais, avant, tu disais il y avait 16 tournois WTA qui comptaient, puis maintenant, il y en a 18. Qu'est-ce que ça apporte, ce changement? Ça fait jouer plus les joueuses. Donc, quand on dit qu'on demande de moins jouer, mais en fait, on fait exactement le contraire. Là. On incite les joueuses à jouer davantage. Et je pense que l'objectif, dis-moi si je me trompe, Marie-Ève, c'est on veut que les joueurs et les joueuses jouent plus, mais principalement pour essayer de protéger certains tournois pour qu'au moins que les meilleurs soient là. Exact. On a vu à quel point c'était compliqué cette année hein, avec les Olympiques, beaucoup de forfaits d'un côté comme de l'autre, les meilleurs ne sont pas présents. Ça change évidemment dans la perspective de billets sur la partie économique du sport lui-même. Fait que je pense que, et tu as raison, le fait qu'on essaie d'aller vers ça, on est comme contradictoire en disant que ben on veut qu'il y ait moins de matchs, que les joueurs se reposent. C'est toujours la complexité. On veut les athlètes avoir un petit peu plus de moments de repos, mais pour le circuit WTA ou ATP, on veut aller chercher plus d'argent, plus d'offres. Donc, pour ce faire, on doit être capable de garantir que les meilleurs vont être au tournoi. Et ça rejoint la conversation qu'on a eue. Allez voir l'épisode 2, on en parlait, Marie-Ève et moi, de ce fameux 10 jours, 12 jours de tournoi qui commence en 2025. Ça a déjà commencé en Asie, mais est-ce que ça, justement, on veut faire un 12 jours pour que les joueurs se reposent, mais est-ce que ça ne va pas non plus à l'encontre de ce qu'on essaie de faire? Ça prend plus de temps. Oui, c'est un bon débat à avoir, puis ça va être intéressant de voir comment les athlètes, les joueurs et les tournois même vont... comment ça va se dérouler pour les tournois par rapport à la vente de billets, parce que je pense que c'est l'intérêt premier d'aller vendre plus de billets, et pour les joueurs et les joueuses de voir comment ils aiment avoir une journée de repos entre chaque match, être sur un tournoi plus longtemps, ou est-ce qu'ils préféraient que ça se fasse sur moins de jours pour passer plus de temps à la maison? Alors, il reste moins de tournois qu'il en restait. On arrive vers la fin de l'année. Tout compte, les points comptent. On sait qu'il va y avoir les tournois de fin de saison du côté de l'ATP et de la WTA. On en discutait tout à l'heure. Je pense que ça va affecter et influencer peut-être jusqu'à la dernière semaine les positions pour les numéros 1, 2, 3 de chaque côté. Alors, suivez le classement accessible sur les sites de l'ATP et de la WTA. Mais donc, tu as fait une bonne job, Marie-Ève. Même moi, je suis à l'écoute. Il y a plein de choses que j'apprends à chaque fois qu'on se parle. Et j'espère que ça va vous avoir aidé de comprendre au moins que, ben oui, il y a peut-être des classements différents quand on vous parle du classement et après des races. Mais la race, c'est un petit peu ça. C'est de janvier à décembre. Ça part à zéro. Et là, c'est là qu'on accumule et on est capable de jouer dans les tournois de fin de saison qu'on va avoir prochainement. Exact. C'est le sprint final sur le circuit masculin et féminin. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode aujourd'hui. Séverine? Oui, bien encore, merci là, pour ce segment à Bet365 et puis un épisode plein d'informations. On le dit souvent, on va le dire encore une fois, merci à nos commanditaires, merci aux commanditaires de la Scotia, tellement important pour qu'on soit ici avec vous. C'est pour ça qu'on est capable de vous présenter des épisodes comme ça à tous les mois. On essaye d'en faire plus à l'occasion et
allez nous voir et répondre. Des fois, posez-nous des questions sur les réseaux sociaux. On est partout, Marie-Ève. Partout, partout, partout. La Poche Bleue, X et Facebook, YouTube. Allez voir nos émissions. On a donné beaucoup d'informations aujourd'hui, donc ne vous gênez pas. Vous pouvez nous envoyer des messages à Marie-Ève et moi. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous voulez avoir encore plus d'informations, bien, écoutez, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous répondre en espérant qu'on ait des réponses à vos questions. Et oui, n'hésitez pas à aller nous suivre et donnez-nous des commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous répondre dans le prochain épisode. Donc, merci Séverine. Merci Marie-Ève. Merci à vous d'avoir été avec nous, puis on se dit à très bientôt. Le podcast Bris d'égalité vous a été présenté par Scotia Gestion de patrimoine.